Finalement, je pense que la prochaine lettre a un lien avec ce qu'on vient de dire, parce que pour la lettre E, on va parler de l'estime de soi. Et parce qu'effectivement, comme on vient de le dire, c'est un cadre spécifique, l'atelier de philosophie, où les enfants parviennent souvent, tous, à éprouver une estime intellectuelle d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en pratiquant la philosophie, souvent, en tout cas on l'espère, ils utilisent leur faculté de penser et surtout ils prennent conscience de leur puissance de penser. Je voulais vous demander, est-ce que cette prise de conscience de soi comme penseur peut donc favoriser le développement d'une estime intellectuelle de soi? C'est ce que Jacques Lévin appelle l'expérience du cogito. Oui. C'est-à-dire que les enfants font l'expérience du cogito, je suis un être pensant, je suis un être qui pense. Et ça, le fait de faire l'expérience qu'on est un être pensant, ça nous fait grandir quelque part en humanité, quoi, parce que ça nous met à hauteur d'homme, et même quand on est enfant, ça nous met à hauteur d'homme. C'est quand même paradoxal, parce qu'on peut se dire, on pense tout le temps, depuis toujours. Et c'est comme si d'un coup, il y avait un moment où on se rend compte qu'on est un penseur. C'est ça. Et cette métacognition, cette disons, prise de conscience, elle a beaucoup d'effets sur l'estime de soi, parce que précisément on prend conscience, disons, de sa capacité de penser. Et prendre conscience de sa capacité de penser, c'est un processus d'hominisation, d'humanitude, on peut dire. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est essentiel pour devenir un homme, puisque ce qui caractérise un homme, finalement, donc quelles que soient les possibilités d'intelligence qu'il y a chez certains animaux, c'est quand même la raison et la capacité d'être un être pensant. Et cette estime de soi, et là je crois que énormément de recherches ont été faites là-dessus. Et beaucoup de chercheurs sont d'accord pour dire, en fonction des recherches, mais les recherches scientifiques qui ont été faites, qu'un des effets principaux des ateliers philo, c'est d'augmenter l'estime de soi, disons, chez les enfants. Et moi je l'ai bien vu avec des élèves qui sont en difficulté, puisque je suis beaucoup intervenu dans des zones, par exemple, d'éducation prioritaire ou dans des classes relais, qui sont des enfants en indélicatesse avec la PJJ, mais qui sont encore, disons, sous statut scolaire, donc on ne peut pas mettre comme ça, disons, en prison. Eh bien, discuter avec ces élèves-là, en les considérant comme des interlocuteurs valables, ça les remet debout. Et moi, je pense à une vidéo donc, que j'ai, où au départ, si vous voulez, ils sont complètement, disons, avachis, avec la casquette en arrière, etc. Et progressivement, on les voit, disons, qui se redressent à plus 10 minutes. À plus 20 minutes, ils sont comme ça, avec penchés en avant, donc vraiment donc, mobilisés, disons, par la discussion qu'il y a, etc. Le corps s'est redressé. Oui. Le corps s'est redressé, et ça veut dire que quelque chose s'est produit dans la restauration narcissique de l'élève, évidemment en difficulté scolaire, et qui n'avait donc comme solution que le repli sur soi et la drogue, ou au contraire, disons, le passage à l'acte, disons, la violence. Et ces enfants qui reprennent conscience finalement de langage intérieur sont des enfants qui se redressent physiquement et intellectuellement. Et donc, du coup, c'est presque, en fait, c'est une question d'estime, mais presque de dignité. Absolument. On a l'impression que c'est aussi une restauration de la dignité en créant un espace où on dit à l'enfant, à l'élève, tu es digne de penser, de parler, tu es digne d'être écouté. C'est ça. Oui. Alors du coup, par rapport à cette question, justement, moi j'ai l'impression qu'il y a ce qu'on pourrait appeler des succès cognitifs qui peuvent être justement des moments particuliers dans ce développement de l'estime de soi. Alors j'ai l'impression qu'un succès cognitif, ce serait des actes intellectuels qu'accomplissent les enfants, des moments de réussite en fait. Par exemple, formuler une idée qui crée un pivot dans la discussion, ou livrer une hypothèse qui crée l'adhésion, ou un argument qui retourne quelque chose, etc. Alors du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec cette question du succès cognitif? Est-ce que vous avez en tête des moments spécifiques qui pourraient être des succès cognitifs? Mais une grosse difficulté pour les enfants, c'est de penser de ce qu'ils ressentent à ce qu'ils pensent. Par exemple, dans toutes les discussions que j'ai faites sur la justice, il y a le fait que les enfants ont vraiment un sentiment d'injustice très fort. Et leur première conception, disons, de la justice, c'est l'égalité. C'est-à-dire que quand on leur demande comment il faut partager un gâteau, il faut le partager, disons, en parts égales. Et alors, quand on leur a demandé donc, des exemples d'injustice, ils citent des injustices dont ils ont été victimes ou des injustices dont ils ont été témoins. Et quand je dis, tu viens de me citer un certain nombre d'exemples, disons, d'injustices, et alors, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que la justice?
presque tous sont capables d'exemplifier le sentiment d'injustice, très peu sont capables de définir la justice. Et pourquoi? Parce que c'est le passage du sentiment d'injustice au concept de justice. Et c'est ce passage-là qui est un succès cognitif? Il y a une espèce de saut conceptuel. C'est ce que j'appelle la zone proche de développement conceptuel. Je reprends un concept de Vygotsky là-dessus qui dit qu'il y a un moment où l'enfant ne peut pas marcher tout seul, il peut marcher finalement que lorsqu'on l'aide, et puis il y a un moment où en le lâchant, à ce moment-là il marche tout seul. Mais le moment où on était en train de l'aider, si on le lâchait il tombait, quand on le tient il marche, et puis il marche tout seul. On voit bien les trois stades là. Et bien c'est la même chose. Et il y a des enfants qui précisément, on sent qu'ils sont dans cette zone de développement conceptuel proche, mais ils ne peuvent y passer qu'avec notre aide. Et le rôle de l'animateur, c'est de repérer un petit peu quand un enfant est dans cette zone proximale de développement conceptuel ou pas. Donc d'accompagner l'enfant vers un moment où il pourra accomplir lui-même un succès cognitif. Lui fournir par exemple des mots, lui faire à ce moment-là rapprocher la notion dont on est en train de discuter d'une autre notion pour qu'il y ait une distinction conceptuelle. Et c'est à ce moment-là il va franchir le pas. Ce qui est intéressant du coup aussi, c'est qu'on voit que ce succès cognitif, on l'accomplit face à une difficulté. Donc finalement, c'est pas pour rien que ça se produit en philosophie, parce que les questions philosophiques, elles ont une difficulté, elles ont une complexité qui fait qu'effectivement, il faut les dépasser, et c'est ce moment-là où il y a une sorte de réussite. Quand vous avez dans la vie un problème, on a envie de s'en débarrasser du problème, on essaye, disons, de le contourner. Ce qui est spécifique en philosophie, c'est qu'on aime les problèmes, et au lieu de les contourner, on se les coltine. Oui, on se plonge dedans. Problema, en grec, ça veut dire la difficulté, quoi. Oui. Donc le problème, c'est bien la confrontation à la difficulté. Et c'est ce et je crois qu'il y a chez les enfants un certain goût, finalement, de se confronter à cette difficulté, et une espèce de joie de penser, on en reparlera peut-être, et de penser, disons, collectivement, quoi. Alors pour finir sur l'estime de soi, je voulais qu'on parle un petit peu de la vision cartésienne, parce que selon Descartes, et je trouve que ça peut être intéressant pour notre propos, l'estime de soi, en tout cas la définition, telle qu'il l'a définie dans le traité des passions, pour lui l'estime de soi c'est une espèce d'admiration qu'on a pour soi, mais qui ne serait pas une admiration que l'on porte à soi-même de façon passionnée, justement, mais de façon raisonnée. C'est-à-dire que c'est un sentiment d'admiration, mais assez rationnel, assez distancié et puis raisonnable quelque part. Et là, ce qui est important, c'est que pour Descartes, cette estime de soi, elle surgit quand on se rend compte, on se considère comme un individu doué du libre arbitre. Ainsi, je me demande, dans l'atelier de philosophie, est-ce que les enfants éprouvent le fait est-ce qu'ils peuvent éprouver le fait qu'ils font bon usage de leur liberté intellectuelle? Est-ce que ça aussi, ça peut développer leur estime de soi, en fait, le sentiment de se sentir libre comme penseur, et d'arriver à bien utiliser leur liberté de penser. En un mot, est-ce que l'estime de soi naît de notre impression d'exercer un libre arbitre, et est-ce que les enfants ont le sentiment d'utiliser cette liberté intellectuelle? Je crois qu'il y a une potentialité chez tout enfant de pouvoir réfléchir dès qu'il commence à être doté de cet outil social, qui est antérieur à lui, extérieur à lui, supérieur à lui, qui est quelque part, disons, le langage. Donc, le fait d'utiliser la langue pour penser lui donne précisément, disons, ce pouvoir qui est aussi un pouvoir sur soi, qui est le pouvoir quelque part, disons, de la raison. Et c'est très important, disons, que les enfants fassent cette expérience, précisément qui est l'expérience, disons, du cogito, de ce point de vue-là. Et je crois que c'est très important pour que les enfants qui sont potentiellement des penseurs passent à l'acte, quoi. C'est-à-dire, ils sont penseurs en puissance, comme dit Aristote, et il faut les accompagner pour qu'ils soient penseurs, disons, en acte. Et c'est le passage précisément de cette potentialité de pensée à l'acte, disons, de pensée, qui est producteur d'estime de soi, car ça me renvoie l'image d'un homme, c'est-à-dire d'un esprit, disons, raisonnable. Et c'est ça qui est porteur d'estime pour les élèves qui sont en difficulté, parce qu'ils se redécouvrent comme valant la peine d'être vécus, parce que vivre, c'est être capable de penser, de s'accompagner dans l'existence.